Karine Plagnard. Donc là, j'interviens aujourd'hui pour animer un atelier d'écriture dont le thème est comment la ville-territoire fait forme urbaine. Donc là, c'est un... Alors c'est même pas l'idée d'un atelier d'écriture, c'est plutôt un laboratoire, c'est-à-dire j'aime bien cette notion d'expérimentation. Comment permettre aux participants aussi d'oser expérimenter une approche différente de l'écriture aussi. Peut-être l'objectif, ça serait de dédramatiser ce rapport qu'on peut avoir chacun avec l'écriture, s'il y a des mauvais souvenirs de cours de français par exemple. Voilà, donc c'est donner l'envie aussi peut-être après d'aller plus loin dans cette démarche d'écriture, pourquoi pas écrire des articles, avoir en tout cas envie de mettre des mots sur sa pratique qu'on aurait plus facilement tendance à partager de façon orale. Et tout au long de la journée, on a eu quand même un travail de tamisage de tous les mots qu'on avait listés, on les a reclassés, réintitulés, et collectivement, on a affiché comme ça sur le panneau un grand nombre de mots, il fallait choisir des mots, et puis finalement s'en détacher. Ça, c'était assez bien. On va commencer par des associations d'idées, donc vraiment pour laisser venir un maximum de mots en lien avec un mot de départ. Ensuite, catégorisation de tous ces mots, les mettre dans des catégories qu'on va intituler. Donc après l'échange de ces différentes catégories, le choix de 5 autres mots parmi ces titres de catégories, à nouveau association d'idées, donc là pour constitution vraiment d'une grosse matière, travail du fragment, à partir des évocations, en fragment. Donc là on quitte justement tout le rapport au sujet, sans s'en éloigner totalement. Et puis cet après-midi, donc on va travailler la constitution d'un texte, donc un texte nourri de tout ce qui aurait été entendu, lu, écrit aussi déjà. Et après on verra comment ça fait lien avec le thème du laboratoire d'écriture. Et puis on essaiera d'envisager ensemble comment on pourra restituer tout cela. Et est-ce qu'on pourra se mettre d'accord sur une réponse à la question, si question il y avait dans le titre du laboratoire. Voilà, donc c'est une dimension ludique, ça c'est important, une dimension de plaisir, une dimension d'auto-étonnement dans son rapport à l'écriture. Voilà, donc l'idée c'est aussi d'expérimenter, d'oser. Parce qu'il y avait aussi une proposition par exemple d'écrire un fragment en langue inventée, pour simuler la créativité aussi, ou alors en jouant avec la syntaxe. On a travaillé sur des fragments. Alors, un fragment de texte, l'idée c'est que on imagine qu'il y a un texte qui existe, et puis on donne quelques éléments, un morceau du texte, un fragment du texte. Alors le fragment, ça peut être tout petit, ça peut être très grand, ou très long. Donc il y avait trois propositions, un fragment de cauchemar, un fragment de souvenir et un fragment de fantasme. Et un fragment d'actualité. Et un fragment d'actualité. Moi je n'ai fait que 3. Mais je n'ai pas obligé non plus. Fragment de cauchemar, moi j'en avais un à vous lire. Très simple, très simple. ZPPAUP, ZNIEF, DDT, PLU, PADD, POS, GLOF, SRU, ABAP, CCTP, CCAG, SNCF, RER, RATP, etc. La scène se passe en 2012 à Rodez, entre le 9 et le 11 mai à l'IUFM, dans un laboratoire d'écriture au 2e étage. Nous étions un groupe composé d'élus, de membres des équipes des CAUE, d'architectes, d'intervenants et d'une animatrice de laboratoire d'écriture. Après, je ne me souviens plus de rien. Parce que l'idée de la formation aussi, c'est de proposer des pratiques différentes, c'est aussi d'ébranler un petit peu ce qu'on est habitué à faire. Alors peut-être que certains se demandent un petit peu l'objectif de tout cela. Bon, ils verront peut-être l'intérêt ce soir. Ce qui m'a vraiment étonnée ce matin, c'est de voir la diversité d'interprétations qu'on pouvait avoir chacun par rapport à un thème ou un mot de base. Et ce que je trouve étonnant, c'est qu'on soit dans l'incapacité de traduire cette diversité dans des actions. On a une action qui est très, très uniforme, mais
Et je pense qu'on ne s'autorise pas la liberté de penser différemment. Donc je trouve que le travail qu'on a fait ce matin est très intéressant. On ne s'attendait pas du tout à ça, mais très très intéressant justement pour se dire qu'on avait le droit d'oser une pensée différente, d'écrire des choses différentes. Et maintenant, comment se donne-t-on le droit de faire différemment? C'est là tout le challenge qui est le nôtre aujourd'hui. Oser aller vers davantage ce qu'il est, que ça enrichit la réflexion du groupe aussi. J'ai pris Venise comme référence parce que chacun sait que pour Braudel, c'est la ville des villes. Et ce qui m'a toujours un petit peu surpris, pourquoi la ville des villes, c'est qu'en effet, elle fournit pas mal de représentations dans l'histoire, dans le passé et dans le futur. Donc il y a lieu d'ouvrir les clés de cette ville, et pour ce faire, je me suis référé à Italo Calvino, qui a écrit un livre magnifique, Les villes invisibles. Il travaille, lui, très particulièrement sur les mots qui permettent de décrire ces villes, qui toutes d'ailleurs portent des noms de femmes, Anastase, etc. etc. Les figures, il y en a à peu près une vingtaine décrites par de figures de vie dans les villes invisibles, s'inscrivent dans les cercles. La ville, c'est un cercle, entouré d'eau, de murailles, de montagnes, au bord d'un fleuve, c'est un centre. Tout converge. Alors, il le décline avec plaisir, quitte à admettre qu'à l'intérieur de la ville, il y a des disputes, du tumulte et tout ce qu'on voudra, mais néanmoins, elle est, par son site, sa situation et son architecture, toujours en train de redire et de décliner, d'une façon ou d'une autre, le cercle. Et la ville de Venise aujourd'hui décline autre chose qui n'est pas tellement dans Italo Calvino, qui se représente par deux grandes figures, celle du nomadisme, les nomades de la Méditerranée, les nomades du monde, les nomades touristes, la flèche. C'est plus le cercle, mais c'est la figure de la flèche. J'insiste parce que derrière la figure du cercle et de la flèche, les mathématiciens qui ont fait de la topologie savent qu'il y a une quantité extraordinaire de signes, de sens, de définitions, d'accumulation, de données. C'est pas creux. Et la troisième figure qui s'impose quand on réfléchit à Venise, c'est celle de la nébuleuse, parce qu'elle est un peu partout. Trois grandes figures, le cercle, la flèche, la nébuleuse, qui se déclinent en toutes sortes de propositions. Par exemple, le cercle, évidemment, est caractérisé par un centre. Il est caractérisé par sa périphérie. Il est caractérisé par des entre-deux-mondes. Il est caractérisable par la verticalité qui se situe au centre. On peut continuer comme ça. En ce qui concerne la flèche, il est évident que celle-ci se rapporte aux notions de transit, de transaction, de transactionnel, j'emploierai ce mot-là demain, de nomade. Et le terme de nébuleuse, à l'évidence, traite de la diversité des centres, sans d'ailleurs faire de choix, quoique il y a des grosses étoiles et des petites étoiles, il y a des planètes, etc. Mais enfin, il y a là ce polycentrisme, il y a de l'horizontalité dans l'air, il y a des problèmes d'orientation gravissimes, disais-je, de sens, en tous les cas, qui se trouvent posés. Donc en fait, voilà, Venise, qui se distribue dans le bouquin et dans ce que j'ai voulu dire, à travers ces trois grands univers, où les mots viennent, un peu comme ce matin, prendre figure, se construire. On admettra, pour finir, qu'il y a à supporter les contradictions et les conflits entre toutes ces figures. Aucune n'est complémentaire de l'autre, elles sont assez antagonistes. Par exemple, la nébuleuse détruit le cercle. Je prends les trois mots, mais en les disant à ma façon. Dans le cercle, je vois notre quête du périmètre. Alors bien sûr que ça s'est identifié dans nos pays dans une forme plutôt nodulaire, là, comme un peu une croissance végétale qui devait prendre cette forme arrondie, et on en sait quelque chose ici. Et c'est sans doute un sujet
que de retrouver le périmètre, le fameux bon périmètre, l'enveloppe. Mais de toute évidence, comme il l'a dit, ça fait perdre d'autres dimensions de ce qu'on fait, de ce qu'on est, de notre existence, etc. Dans la flèche, moi je vois le réseau, et ils sont là. Et donc, quand on n'attrape que les réseaux, on perd les périmètres, et ça déborde, et on ne sait plus où on habite, et on ne sait plus dans quoi on tient, et on ne sait plus où est le centre. Mais bon, c'est une figure indispensable. Et dans la nébuleuse, je vois le système, qui est la troisième figure, qui donne du sens. Parce que c'est celle qui explique en quoi cette enveloppe, ce périmètre, figure 1, traversée par le réseau, figure 2, a du sens au-delà de lui, au-delà du couplage, entre un petit morceau urbain, pas très très cohérent, qui commence à déborder, ça s'appelle le Grand Rodez, puis des réseaux qui l'étirent à gauche, à droite, au nord, etc. etc. Mais tout ça, si on veut le comprendre, il faut regarder plus loin dans quel système ça se situe. C'était l'après-midi un travail sur le portrait, donc rédiger un portrait de la ville, de la forme de la ville éventuellement, réel, imaginaire. Enfin, c'est un exercice d'anthropomorphisme, c'est-à-dire considérer la ville-territoire comme un personnage, et donc dire quelque chose de ce personnage à travers sa sensibilité, ses rêves, son corps, etc. Donc c'était traiter la ville-territoire comme quelque chose d'humain et de vivant. Comment t'appelles-tu? Je ne m'appelle plus. Les autres m'appellent encore la ville, ceux qui m'ont fui, comme ceux que j'attire encore, mais moi, je sais bien que je ne suis plus seulement cela, la ville. Alors j'attends qu'on m'appelle pour ce que je suis désormais, et je vis sans nom, mais ça ne me dérange pas. Quel âge as-tu? Des siècles et des siècles, ou quelques heures à peine. Toujours quelque part un fragment de moi renaît, qui me rajeunit par bribes, aux côtés du déjà là. J'ai tous les âges et toutes les mémoires. N'es-tu pas fatigué? Oui, parfois la lassitude m'envahit, mes réseaux languissent, la ferveur me quitte, je sens des quartiers de moi s'engourdir, et puis quelque chose renaît à une extrémité ou une autre, comme si ce qui se desséchait ici devait toujours finir par repartir ailleurs, une sorte de renversement perpétuel. Penses-tu à l'avenir, à la mort? Bien sûr, comme tout le monde. Je sais que je ne suis pas immortel, je n'oublie pas mes chers disparus, et tant qu'il y a du sens, il y a de la vie, et je la laisse advenir. Il me porte encore, presque malgré moi. Ce n'est pas très ambitieux. N'as-tu pas tes propres élans, tes passions, tes horizons? Ah, l'horizon, il s'éloigne toujours, comme tu sais. Quant à mes élans, mes passions, si, bien sûr, ça m'agite encore, que crois-tu? Mais partant de contradictions, de tumultes, de divergences, qui puis-je? Je suis cette petite multitude qui veut tout et son contraire. Je suis la compétition spatiale, je suis la bataille de l'ordonnancement et du foisonnement. Parfois, cela s'apaise et je m'y retrouve mieux, mais je crois qu'au fond, je préfère quand je suis débordé. N'y perds-tu pas tes repères? Et j'essaye d'en forger de nouveaux des repères pour réparer, pour réopérer. Jadis des arbres remarquables, naguère des croix et des mémoriaux. Aujourd'hui, j'avoue que je cherche des symboles de ce que je suis devenu, presque malgré moi, mais rien ne presse, le temps fera le tri. Petite crise d'identité tout de même? Oui, peut-être. Je vois bien qu'à force de grandir en tous sens, quelque chose se dilue dans la reproduction trop systématique, à l'identique, et l'identité s'y perd. Je cherche ma singularité. Je sais que sans cela, rien ne me distinguera plus du territoire où j'habite. Ah oui, au fait, j'oubliais, tu habites où? Ben, j'habite en Rouergue, j'habite en Alsace, j'habite la Drôme, j'habite dans les Yvelines, j'habite un peu partout en France, en Europe et dans le monde. Je suis la ville-territoire, partout chez moi. C'est un peu le problème. Ah, en effet. Et comment se passe la cohabitation? Et c'est là que ça s'arrête, parce que j'ai pour le moment un peu le temps. En fait, chacun parle de sa pratique, de sa relation à la ville et de sa pratique professionnelle à travers ce qu'il raconte de ce portrait de ville. Quand on fait nos séminaires et qu'on travaille ensemble, c'était pas du tout comme ça qu'on échange. Et là, cet outil-là, enfin pour moi en tout cas, je constate le décalage que nous apporte cet outil de l'écriture avec le temps, le silence et par rapport à ce qu'on fait d'habitude, on est beaucoup dans le bavardage. Avec le temps, et ça c'est important aussi, vous avez vu la réaction que vous avez eue quand je vous ai proposé la durée. Et très souvent, à chaque fois qu'on annonce une durée comme ça, c'est waouh, c'est trop long, et avec cette peur d'investir justement le temps. Et puis, bon, après, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais apparemment, bon, il y avait des personnes qui n'avaient pas terminé. Et là même, moi avec ce que je viens d'entendre, j'aurais envie que ça continue encore, vous puissiez continuer votre portrait pour l'enrichir encore. Et c'est ça, c'est prendre le temps de se poser à un moment donné, d'être avec soi,
dans le silence, parce que le silence est important aussi dans ce temps de rapport à soi, de rêverie propre à l'écriture aussi. Et ça donne des choses d'une richesse incroyable. Voilà, moi j'ai pensé à une ville pour en faire le portrait. Donc, les villes sont toujours féminines. Une ville dressée, fière sûrement, parfois attifée, mal vêtue, soucieuse de paraître, mais qui ne vibre plus. Une ville perdue dont le cœur semble étouffé, qui manque d'air, qui s'essouffle. Ses yeux délavés n'ont plus d'expression, elle est découragée. Pendue à ses basques, tirant sur ses jupes, des grappes de rejetons la retiennent. A-t-elle le droit à la différence? Quels sont ses projets? Et de quelle vie rêve-t-elle? Il paraît que je suis la ville-territoire. J'aurais préféré être une ville dortoir, tranquille jusqu'à mes vieux jours, ou une ville archipel, à qui l'on mettra un ressort dans les artères si elle se bouche, mais non. Il a fallu qu'on me nomme ville-territoire. Ça devait arriver avec ces collectivités qui me découpent et redécoupent les périmètres, qui me cisaillent les contours à coups de sivum, de pays, d'interco et de squat. Pourtant, j'étais bien avant cette promotion. Je ne me posais pas de questions, j'étais cohérente, j'assurais mes fonctions. J'offrais de l'habitat en quantité à qui se présentait. Et même si mes rues commençaient à saturer, elles menaient aussi bien au seuil de l'intime qu'aux limites du plateau là-bas, où l'on peut admirer ce qui reste de la richesse de mes paysages. Il paraît que je suis la ville-territoire. On a une grande tendance à prendre les choses comme un état et à se taper la tête contre cet état avec ce qu'il peut avoir de dysfonctionnant, d'inacceptable, de ne pas voir dans quel processus ça doit se relire pour peut-être faire un peu confiance au processus, en disant, ouais, c'est pas pour faire dans l'autorégulation systématique, mais quelque chose se transforme et il vaut mieux rentrer là-dedans plutôt que de prendre de front l'état de la chose. Et le récit anthropomorphique, il remet le processus au cœur de la compréhension des choses. Et le deuxième truc que je trouve assez fort, pour le projet, c'est la métaphore, c'est le fait que les trois premiers récits en particulier, enfin moi j'ai vu comme ça, hein, la ville femme, le premier, la ville arbre, parce qu'en fait finalement t'es parti sur l'arbre, et puis il y avait à un moment donné aussi la ville corps. Enfin, c'est quand même déclencheur d'un renouveau du vocabulaire qui est très stimulant. C'est-à-dire, bon, et si la ville était une femme? Et si la ville était un arbre, etc. On sait bien que c'est qu'un passage. Moi, j'ai l'impression que les archi-urbains travaillent beaucoup comme ça. Moi, je ne suis pas architecte urbaniste. Et la métaphore du « et si c'était » réintroduit du vocabulaire descripteur et de la capacité de modification de représentation, ce qui est vraiment le problème du projet dans la ville moche, comme dit Télérama. On nous a raconté ça beaucoup. Dans la ville qui n'a plus de forme, qui n'a plus de nom, etc., etc. Il faut leur donner un vocabulaire et le passage par la métaphore, je trouve ça très fécond. Si nous regardions la ville dans le rétroviseur, quand on la quitte, quelle image laisserait-elle dans la mémoire quand on n'a pas de mémoire visuelle? Peut-être que cette ville me ressemble avec ses limites, ses réseaux, ses flux, sa nature. Cette ville que l'on quitte, dont l'image dans le rétroviseur est déjà passée, l'image inversée comme notre propre image dans le miroir, cette ville aussi continue d'exister quand on la quitte. Elle s'endort le soir, se réveille le matin, s'agite, s'assouplit suivant les saisons, trempée sous la pluie, suffocante au soleil. C'est un organisme composé de cellules, habitants, habitation et d'espace, en évolution, qui grandit, qui vieillit, qui se régénère, aussi longtemps que possible, et qui disparaît, comme l'image dans le rétroviseur.